Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Parlons Affaires podcast. Aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous, donc Hubert, votre animateur, Audrey, ma co-animatrice. Et on est accompagné de Anthony Aspiro, qui est avocat fiscaliste, qui est chef également de notre département légal chez Live Capital, qui a également son propre cabinet ASP Avocat. Anthony, de retour pour une deuxième fois sur le podcast. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet super important que beaucoup de gens nous ont écrit à la maison, qui écoutent le podcast. Le rôle d'un avocat fiscaliste dans une transaction d'achat ou de vente d'entreprise. Puis plus spécifiquement, quand vient le temps de faire l'inspection. Tu trouves un deal, tu as une offre d'achat de signé, puis là, tu dois t'assurer de ne pas acheter un citron. Fait que l'espèce de vérification diligente qui doit être faite avant de clôturer la transaction. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un avocat? Puis, c'est quoi ton rôle? Fait qu'on va aborder tous ces sujets-là aujourd'hui. Ça va être super intéressant. Puis, pour commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ton background? Je sais que tu es déjà venu te présenter sur le podcast, mais tu viens de où? Tu as contribué à combien de transactions? Puis, ouais, c'est pas mal ça. Super. Donc, moi, je suis avocat fiscaliste depuis 2022. Puis, je fais surtout de l'achat-vente d'entreprise. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, les gens pensent souvent que c'est que les contrats, mais c'est aussi en amont. Fait qu'il y a des négos, il y a une vérification, une inspection à faire. Puis ça veut dire que dans toutes les étapes de la transaction, moi, j'ai participé à plus ou moins 400 millions en termes de volume de transactions. Fait que ça, c'est des transactions de 500 000 à, mettons, 30 millions pour le core. Des fois, il y en a que c'est des très basses transactions, puis il y en a des fois que c'est des plus hautes. Mais ça, c'est le core des transactions. Puis, essentiellement, où on arrive en jeu. Puis, en termes de nombre de transactions, fait que, mettons, le volume transactionnel, c'est 400 millions que tu as couvert à travers tes années, mais en termes de volume, de nombre de transactions, ça ressemble à quoi? Si tu avais un guess à prendre, mettons. Ouais. Si je fais un average, 3, en vrai, il y a souvent entre 3 et 6 transactions par trimestre qui sont closées. Puis après, c'est une question de taille. Fait qu'on fait ça depuis 2022, puis ça donne le résultat. Ouais. Fait que, bref, t'en as vu de toutes les couleurs. Là. On en voit toutes les couleurs, puis à chaque fois, on voit les nouvelles affaires. Fait que c'est ça, tu sais, justement, aujourd'hui, là, parce que surtout dernièrement, là, en fait, là, dans la dernière année, là, je reçois énormément cette question-là. Puis, tu sais, juste simplement, là, la due diligence, quand on arrive là, est-ce que tu peux juste décrire, tu sais, les 4-5 sections? Tu sais, c'est quoi les sections d'une due diligence? Fait qu'avant d'arriver à due diligence, ouais. Souvent, les gens, là où ils viennent nous consulter, c'est pour vérifier leur lettre d'intention. Ouais. Fait qu'ils viennent nous voir, salut, là, je vois, je reçois un NDA, avec un Non-Disclosure Agreement, une entente de confidentialité, ou je veux négocier une offre d'achat. Puis là, ils arrivent, ils viennent me voir. Fait que quand ils arrivent de live, en général, il y a de l'accompagnement, puis ils savent si le deal qui est proposé passerait au financement ou pas. Mais quand c'est des clients qui ne viennent pas chez live ou qui ne sont pas accompagnés en termes de financement ou d'évaluation, bien, des fois, on négocie une entente pour un deal qui ne passe pas au financement. Mais bon, une fois qu'on sait qu'on a un deal, qu'il y a une entente de principe économique, puis qu'on sait que ça va confortablement passer au financement, c'est là qu'on peut commencer à mettre de l'argent dans une inspection. Parce que le jeu dans une vérification diligente, c'est toujours de dire « je ne veux pas dépenser pour rien ». Fait qu'à partir de quand je fais quelle étape pour s'assurer que ça vale la peine de faire cette étape-là. Fait que les premières étapes, c'est de voir les gros red flags. C'est toujours « OK, qu'est-ce que tu aimerais savoir maintenant qui ferait que tu arrêterais toutes tes démarches? » Puis après, c'est du fine-tuning. Qu'est-ce que je peux optimiser? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui n'est pas tant matériel? Puis qu'on va pouvoir s'arranger en cours de route. Fait que les premières étapes qu'on fait, c'est qu'on regarde les registres publics. Puis ça, n'importe qui peut regarder les registres publics. C'est juste que nous, on le fait très souvent. Fait qu'on est capable de le faire rapidement puis de donner des comptes rendus, des fois, à certaines opinions. C'est quoi les registres publics? Les poursuites qui sont en cours ou qui ont été passées. Fait qu'on ne peut pas voir les poursuites à venir, là, on s'entend. Fait qu'on ne peut pas voir l'avenir, mais on est capable de dire si en ce moment, tu es en train de te faire poursuivre pour 300 000. Fait que dès qu'on est dans des entreprises qui sont plus, par exemple, de construction, fait que si tu as des entreprises de porte et fenêtre, bien, c'est sûr qu'il y a un certain risque. Puis il y a un certain... c'est normal qu'il y ait quelques poursuites en cours aux petites créances, mais dès qu'on voit que c'est des plus gros montants, bien, ça pourrait avoir un impact sur le deal financier. Fait que si on sait qu'il y a une poursuite de 200 000 pending, puis que ça n'a pas été provisionné dans les états financiers, bien, on va demander pourquoi. Parce que vous, ça va changer matériellement votre financement, ça va changer le deal au complet. Là.
Fait que des fois, en fait, ces étapes-là, ça pourrait faire canceller un deal ou ça va nous permettre puis nous lever des flags de donner des protections. Fait que dans un deal qui aurait une poursuite de 200 000, on va regarder puis après ça, voir, OK, est-ce que le risque de gagner ou de perdre est haut, bas, moyen? Puis suite à ça, est-ce que le vendeur est peut-être prêt à prendre le risque avec nous? Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on peut faire un carve-out dans le contrat final de dire, OK, bien, pour ce qui est de la poursuite en cours, voici comment on va ajuster le prix en fonction du résultat. Puis, qui va continuer pour payer pour les frais d'avocat pour cette poursuite-là? Qui va payer si on perd? Qui va, si on veut de l'argent d'un de nos clients, c'est à qui va l'argent de la poursuite? Fait que c'est plein de questions qui reviennent fréquemment, mais c'est pour ça que la vérification diligente est super connectée avec le contrat final. Fait que si on a une vérification diligente qui a rien qui sort, c'est pas tant compliqué, puis on va avoir un contrat qui va être super béton pour protéger tout ce qui est possible. Mais quand on a des choses qui sortent dans la vérification diligente, ben on va essayer d'aller chercher plus de protection dans le contrat final. Fait que là, est-ce que, je m'excuse, je te coupe, là, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vois arriver souvent quand même, que justement, en arrivant pour vérifier les registres publics, là, qu'il y a des poursuites en cours qui n'auraient peut-être pas été mentionnées au départ? C'est relativement rare, OK. Mais ça arrive. Parce que des fois, encore une fois, c'est part of the game. Tu arrives dans la construction, puis en général, si tu as un bon volume, tu te fais poursuivre 2-3 fois par année ou tu poursuis des clients qui ne payent pas 2-3 fois par année. Fait que des fois, eux, c'est comme, hey, c'est la game, mais si toi, tu n'es pas habitué à cette game-là, ben, tu vas faire un saut. Tu vas te dire, attends un peu, c'est stressant, mais là, c'est une belle opportunité d'apprendre. Fait que dans les registres publics, oui, il y a des poursuites, mais il y a aussi tout ce qui est propriété intellectuelle. Fait que la marque de commerce, s'il est enregistré, est-ce qu'il est enregistré au bon nom? Est-ce que tu es vraiment en train d'acheter toutes les bonnes choses? Fait que dans certaines transactions, par exemple, c'est pas rare que les entrepreneurs, ils s'organisent de façon graduelle. Fait qu'au début, on fait pas le gros kit, la grosse structure, que toutes les affaires sont bien séparées. Fait qu'ils commencent, ils font ce qu'ils peuvent pour gagner leur revenu, puis c'est normal. Puis, des fois, après, ils vont s'incorporer plus tard, mais ils ont laissé la propriété intellectuelle au personnel. Fait que si on remarque que le nom de la compagnie n'appartient pas à la compagnie, bien, si j'achète les actions de la compagnie, j'achète pas le nom de la compagnie. Ce qui est complètement ridicule. Fait qu'à la fin, nous, en regardant, OK, ben, est-ce que la marque de commerce est au bon propriétaire? Là, si elle ne l'est pas, on va demander au vendeur de corriger la situation avant d'acheter. Fait que ça, c'est un autre exemple de choses qui peuvent sortir dans les registres publics. Puis ça, là, mettons, tu sais, tout ce que tu expliques en ce moment, parce que, tu sais, on s'entend, le due diligence, tu sais, ça se sépare aussi en sections, là, tu sais, on va regarder les ventes, on va regarder le marketing, le légal, le fiscal. Tu sais, là, est-ce qu'on est plus... Ça va être l'air niaiseux. C'est ça, plus dans le légal puis le fiscal. Puis, grossièrement, tu sais, c'est ça. Toi, en tant qu'avocat fiscaliste, tu vas aider dans le légal et le fiscal, évidemment. Mais c'est quoi la grosse différence des deux? Parce que je sais que toi, tu fais les deux, mais c'est pas tout le monde nécessairement. Fait que, est-ce qu'on est comme obligé d'aller chercher un avocat et un fiscaliste? Est-ce qu'un avocat peut faire les deux? Est-ce qu'un fiscaliste peut faire les deux? Je sais pas si tu comprends ma question. Oui, c'est une question qui revient souvent, puis c'est normal. Le degré de vérification diligente, même dans le légal qui va être fait, va dépendre des transactions. Fait que des fois, on peut dire, OK, ben pour ce type d'entreprise-là, je vais même ne pas faire de vérification diligente légale. Ça dépend, là, mais c'est niaiseux, mais si tu achètes un inventaire, va voir l'inventaire, ça te convient, OK, good. Fait que moi, à part te dire, je vais regarder dans le registre public pour m'assurer que l'inventaire n'est pas hypothéqué, puis que le vendeur, il n'est pas en train de faire faillite, puis que tu es en train d'acheter des choses qui ne seront pas à toi. Mais outre ça, le risque est beaucoup plus faible. Fait que c'est la même chose en fiscalité. C'est dans une entreprise qui fait beaucoup d'investissements de RSCDE, puis que tous leurs chiffres sont faits tout croche en amont, ben c'est un problème qui va te tomber d'en face. Puis même si dans le contrat, tu vas essayer de te protéger le plus possible, ça reste que la mécanique va être que si tu ne respectes pas ton contrat, c'est quoi la conséquence? Puis si la conséquence, c'est poursuis-le, ben c'est désagréable. Fait qu'on va essayer d'avoir des mécanismes de protection qui vont te protéger en amont. Fait que peut-être que tu vas pouvoir retenir une partie de la balance de prix de vente si les réclamations de RSCDE qui sont décalées d'un certain nombre de temps sont pas correctes ou conformes. Fait qu'il y a certaines choses comme ça qu'on peut tempérer, mais il y a beaucoup de transactions qu'on regarde c'est quoi le volume. Tu sais, mettons, quand tu es rendu 3 à 600 000 de transactions, mais il y a des fois qu'on dit, garde celle-là, c'est relativement simple. Mettons, une compagnie de marketing, ben, je ne ferais pas une vérification diligente fiscale incroyable. Si on regarde un peu c'est quoi les actifs, puis on se dit, OK, ben, on y va, on regarde les déclarations d'impôts, puis on avance avec ça. Je ne vois pas de gros red flags. OK. Puis, tu sais, justement, là, pour ce qui est du fiscal légal, là, ça, c'est une question que je reçois énormément. Est-ce que c'est obligatoire
d'aller voir un avocat fiscaliste ou je peux le faire par moi-même? Dans tous les cas, tout ça, sauf s'il y a de l'immobilier. Si on fait un achat d'immobilier détenant une hypothèque, théoriquement, tout ça peut se faire sous seing privé. Fait que n'importe qui peut avoir un contrat puis être correct avec ça. Par contre, la question, c'est quoi la conséquence si ça a mal été fait? Fait que il y a des transactions que ça a été fait super simplement puis qu'il n'y a jamais de problème puis qu'on n'en entendra jamais parler. Mais c'est toujours une question de, OK, mais en ce moment, est-ce que je suis en train de réhypothéquer ma maison pour acheter ça? Puis est-ce que je suis prêt à prendre le risque de perdre ma maison parce que je voulais sauver 5 000 $ sur un contrat, par exemple? C'est ça. Fait que, mais en vrai, ça peut se faire tout seul. Puis les gens qui font plusieurs acquisitions back-to-back, c'est pas rare qu'il y a certaines parties qu'on fait juste plus puis qui s'en occupent eux-mêmes. Puis c'est correct parce qu'à la fin, l'entrepreneur, quand il est rendu à sa 6e acquisition, ça roule. Oui. Ben, c'est ça. Ça devient de façon autonome aussi. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des montants de transactions qui sont peut-être un peu plus risqués ou c'est vraiment plus en mode, comme tu dis, quand c'est la première fois que tu fais une transaction, va donc vérifier, prends donc la chance de? Je dirais que c'est surtout une question de risque. Parce que si on prend l'exemple des grosses transactions, genre Elon Musk qui achète X, Twitter, c'est le genre de transaction, puis là, j'ai pas les détails, mais c'est le genre de transaction qui a peu ou presque pas de vérification du genre. Parce que les montants sont tellement intenses que tu te dis, regarde, je vais vivre avec. Ah ouais, hein? Ouais. OK. Quand tu arrives dans des très grosses transactions, là, c'est comme, OK, non, on achète en 30 jours d'attitude. Fait que dès que tu as des compagnies publiques qui achètent des petites privées entre 20 millions puis 150 millions, c'est des transactions qui vont tellement vite, tu ne croirais pas à ça. Mais des fois, à la fin, la question, c'est pas est-ce que la transaction est grosse, c'est est-ce que la transaction est grosse pour toi? Et si la transaction est grosse pour toi, ben fais attention. Mais si pour toi, tu te dis, regarde, je suis prêt à prendre le risque, puis ça va, tant mieux. Là. Fait que, Puis historiquement aussi, tu sais, Antoine, on travaille sur énormément de dossiers ensemble, puis je trouve qu'avec du recul, c'est beaucoup les petites transactions qui font le plus mal. Tu sais, les deals, mettons, de 100, 200, 300 000 que tu essaies d'aller pas cher sur les frais genre de vérification, puis tu te dis, écoute, c'est un petit deal, fait que je paierais pas genre le setup ou la vérification diligente plus avancée. Mais c'est souvent ça qui fait mal pareil. Genre. Tandis que quand tu as assez de profit, puis la business génère assez de cash flow, tu es quand même capable de t'en sortir. Tandis que c'est ça, pour les plus petits deals, tu as comme moins de capital à réinvestir aussi. Fait que c'est comme à faire attention aussi dans les plus petits deals. Oui, je comprends. Puis, y en a-tu des... T'as-tu, mettons, tu sais, sans nommer, là, mais t'en as-tu des histoires comme ça, justement, que puisque t'as accompagné quelqu'un, t'as sauvé, tu sais, un coup ou, tu sais, une erreur faite ou, tu sais, quoi que ce soit, justement, sans nommer... Je sais que c'est dur de pas nommer le nom de l'entreprise, là, ou de la personne ou quoi que ce soit, là. Bien, l'idée, c'est que c'est difficile de décrire l'absence de quelque chose. Oui. Mais... oui, fait en gros, si une transaction qui se passe mal, bon, fait qu'il arrive quelque chose. Fait que, par exemple, on a fait un achat d'actifs que le vendeur il a ouvert exactement le même commerce l'autre bord de la rue, le lendemain. Ouais, hein? Exactement. Ça, c'est fou, là. Fait que là, si on regarde un contrat qui est signé, est-ce qu'il y avait une clause de non-concurrence? Est-ce que ta clause de non-concurrence était valide? Ouais. Est-ce qu'il pouvait faire ça? Si oui, c'est quoi la conséquence? Ouais. Puis là, dans ce dossier-là, il y avait une responsabilité personnelle. C'était une compagnie qui vendait les actifs. Nous, on avait intégré une responsabilité personnelle du vendeur. Fait que le vendeur et la compagnie qui avait reçu l'argent, les deux étaient responsables de ce breach à la non-concurrence-là. Mm-hmm. Puis après, est-ce qu'il y avait des pénalités de non-concurrence? C'était-tu un montant par jour? C'était-tu qualitatif? C'était-tu... qu'est-ce qui est prévu? Dans cette situation-là, il y avait aussi une balance de prix de vente. Fait qu'on a tout simplement hold off la balance de prix de vente, puis on a cancellé le paiement de la balance de prix de vente à cause de ça. Parce que lui, théoriquement, on pouvait aller le poursuivre au personnel. Fait que là, on dit, OK, mais regarde, moi, c'est pas grave. Je veux quand même que tu fermes. Mais tous les dommages que tu m'as fait du dernier mois et demi que tu t'es mis en face de moi, ben voici comment qu'on va régler. Fait que, 1, tu t'en vas. 2, je te rembourse pas ta balance de prix de vente, puis on n'en parle plus. Mais là, si tu n'as pas de contrat, c'est difficile d'embarquer dans les équipes de litige. Là. Fait que, tu sais, mes confrères consoeurs en litige, après, quand ils regardent un contrat, puis un contrat est vraiment pas bon, c'est là que les gens disent « Ah, j'aurais donc dû ». Puis les « Ah, avoir su ». Fait que l'objectif de des discussions comme aujourd'hui, c'est de réduire ces « Ah, avoir su ». Oui, non, c'est ça. Absolument. C'est ça qui est touché aussi avec les avocats, les fiscalistes. Des fois, c'est... Quand tu es dans le feu de l'action, tu es comme « Ah, je devrais sûrement payer pour ça », mais
c'est jamais instantané le résultat. C'est tout le temps, ça va aller à plus tard. Mettons, tu vas sauver de l'impôt dans une couple d'années ou tu vas t'éviter une grosse poursuite ou tu vas t'assurer. Mais des fois, c'est ça, c'est tough en tant que, mettons, premier acheteur qui est comme, je devrais-tu faire ça par un avocat ou essayer de le faire moi-même. J'ai l'impression que c'est là que c'est tough. Tu vois pas le résultat instantanément. C'est vraiment en prévision de. Mais c'est ça. Avec du recul, moi, personnellement, j'ai jamais regretté avoir payé des avocats dans le sens qu'il n'y a rien qui m'est. Puis je touche du bois, mais il n'y a rien qui me bite back de 5 ans dans le passé, en ayant une bonne structure. Là, en même temps, je pense que ça serait bien aussi de sensibiliser les gens là-dessus sur le fait que s'il y a une place. Parce que je peux comprendre aussi, là, quand c'est comme une première transaction ou n'importe quoi, là, quelqu'un qui va acheter une maison, quelqu'un qui va acheter une entreprise, tu veux éjecter le moins de capital possible. C'est comme c'est le but de tout le monde, là, on se comprend. Mais comme s'il y avait une place à ne pas couper, c'est là, mettons, là, pour s'assurer. Là, au pire, justement, négocier une plus grosse balance de prix de vente, une plus petite mise de fonds, mais tes frais d'avocat puis de fiscaliste, gère-les puis ça va être fini après. Là. Puis ça, c'est un autre élément, puis on en parlait hier justement, moi puis Anto, mais ces frais-là d'avocat sont remboursables, là, sont finançables aussi là, dans l'acquisition. Là. Fait que, on peut allouer un montant pour justement financer ces frais-là puis le faire rembourser par l'entreprise un coup que le déboursé est fait. Là. Fait que, oui, c'est un coût initial, mais ça reste que c'est ça se finance. Là. Puis comment ça fonctionne? Ben, en gros, c'est qu'exemple qu'on va acheter une business d'1 million, puis que j'ai n'importe quoi, exemple, tu as pour 50 000 de frais de transaction, fait que légal, fiscal, puis etc. Ben, tu demandes, admettons, lui demander 1 million, ben, ce ne sera pas 1 million en financement, là, mais admettons que tu as besoin d'1 million en financement, tu vas demander, mettons, 100 000 de plus pour les frais de transaction. Okay. Fait que ça rentre dans le prêt global. Puis ça marche avec vous autres dans le sens que, ça reste qu'il faut quand même avoir vos services avant la clôture, fait qu'avant d'accéder aux prêts de financement, puis là, tu me diras si je me mêle, là. Ouais. Mais est-ce que vous, c'est quelque chose qui est commun d'accepter de faire ce service-là en fonction du prêt qui va être donné par la suite? Ben, en général, les professionnels se font payer tout court. Là. Oui. Comment tu finances les frais, ça nous importe peu. Même. Puis à la fin, il va y avoir des questions de comment qu'on le rentre, comment qu'on se rembourse, des affaires comme ça. Mais ça, c'est plus souvent des enjeux avec les comptables. OK. Puis comment que, là, je sais que ça aussi, ça doit être, parce que cette situation-là est énormément de cas par cas, là, mais en gros, la durée de temps que ça dure une due diligence légale, fiscale, c'est combien de temps? OK. Je dirais qu'il y a 4 chantiers de vérification du genre. On vient de parler des registres publics. Après, il y a le volet plus vérification des demandes d'accès à l'information. Fait que ça, c'est un registre public qui est plus difficile à accéder. Il faut envoyer des lettres aux organismes publics, parapublics, puis attendre leur réponse. Après, il y a le volet purement corporatif dur et dur. Est-ce qu'on achète des actions? Si oui, c'est quoi le livre de minutes? C'est quoi la chaîne de titres? Est-ce qu'il y a des actionnaires qu'on n'a pas sortis de la bonne façon? Fait que ça, c'est l'autre chantier. Puis le reste, qui est le chantier le plus long, puis des fois qui va être le plus variable d'une transaction à l'autre, c'est vraiment l'analyse légale des opérations de l'entreprise. Fait que sur papier, dans un monde idéal, tu seras en mesure d'évaluer ton entreprise au niveau légal. Est-ce qu'on respecte toute la loi 25? Est-ce qu'on respecte tous les enjeux avec tous mes contrats d'emploi fonctionnent avec les CNSST? Est-ce que j'ai des bons délais de vacances? Mes employés prennent leurs vacances? Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de champs d'évaluation que tu peux faire là, mais ça finit plus. Okay. Puis à la fin, c'est là dans ta table de transaction que tu vas avoir du lousse puis que tu vas dire, écoute, peut-être que là, les documents, je vais te laisser les regarder de ton côté. Si jamais tu as des questions sur des gros documents, par exemple ton bail commercial, ben là, on va s'asseoir, on va le regarder ensemble. Mais si on regarde tous les documents, c'est parce que ça finit plus. Fait que nous, on demande énormément de documents aux vendeurs dans le cadre d'une transaction parce que c'est toujours plus difficile de demander des documents dans le passé une fois que la transaction est complétée. Fait que parfois, on va recevoir 200 contrats de vente là, de tous les deals que tu as fait des 3 dernières années. Est-ce que je vais regarder les 200? Non, c'est ça. Puis j'imagine, drette là, tu sais, comme nous, en amont, dès qu'on demande des documents, des états financiers, déjà là, ça peut être comme compliqué. Fait que là, j'imagine pas les délais. C'est comme les délais ou la complication pour certaines entreprises qui ne sont pas nécessairement arrivées à la technologie ou tout informatisé. Là. Exactement. Fait que pour les phases de registre public qu'on peut accéder tout seul de notre côté, on parle de... C'est pas très long, là. Fait que c'est 24-48 heures en général, on réussit à cocher cette case-là. La deuxième case qu'on aime beaucoup cocher quand on a le temps dans une transaction, si la transaction est dans au moins 2 mois, mais on va demander les demandes d'accès à l'information.
parce que les organismes publics ils ont un délai pour répondre à ces demandes-là, puis des fois, ils vont le prolonger. Fait que classique ARC, Revenu Québec, ils vont avoir tendance à tarder un peu la réponse. Les autres, en général, répondent vite. Les autres, c'est quoi? RBQ, Hydro-Québec, Énergir. Est-ce qu'il y a des comptes qui sont ouverts là? Y a-t-il des comptes en souffrance? On peut demander directement aux organismes quand le vendeur nous autorise. Puis ça peut prendre 30, 60 jours. Fait que quand on décide de le faire, on va envoyer les lettres le plus rapidement possible. Après, on envoie une liste de vérification diligente qui est tous les documents qu'on parle depuis tout à l'heure. Puis là, ça va devenir des allers-retours. Fait que j'ai demandé une liste de documents, je reçois une première batch de documents. Est-ce qu'on regarde la première batch de documents avec toi? Est-ce que tu la regardes de ton côté? Puis après, on va probablement demander des questions supplémentaires. Fait qu'est-ce que les contrats d'emploi nous donnent raison de vouloir rencontrer peut-être les employés puis voir qu'est-ce qui se passe? Puis parfois, on tombe sur des surprises, qu'on dit, OK, il y en a qui ne prennent jamais leurs vacances. Fait que qu'est-ce qui se passe en droit de l'emploi si un employé ne prend pas ses vacances? Est-ce que j'ai le droit, moi, comme employeur, de ne pas comme octroyer, de donner des vacances à un employé? C'est quoi mon risque? Fait que là, on vient de rallonger, poser des questions, puis voir un peu, en termes de conformité, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus. Mais c'est ce volet-là que je vous dis qui peut prendre vraiment du temps. Puis ça, en général, ça va se faire jusqu'à la dernière minute. Là. Parce qu'on reçoit un contrat, on pose une autre question. OK, mais là, finalement, as-tu tel contrat de tel fournisseur? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? As-tu la facture? Puis il va y avoir beaucoup d'allers-retours jusqu'à la fin. Okay. Puis aussi, juste pour mettre les gens en contexte, là, ce processus-là, il est en même temps que le processus de financement aussi. Là. Oui. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas... parce que, c'est quand même long, là, ça peut prendre 30-60 jours, mais 90 même, mais dites-vous que quand on fait ça, on fait le financement aussi. On est en train de lever les fonds, puis tout le reste suit aussi. Puis en même temps, on fait la vérification comptable parce que ça, c'est une autre vérification diligente aussi. Il y a le légal, fiscal, super important, mais il y a aussi les chiffres, la comptabilité derrière ça. Est-ce qu'il y a une trop grande concentration de clients? Y a-tu une saisonnalité importante dans les chiffres? Y a-tu un enjeu de cash flow dans certaines périodes de l'année? Tout ça, aussi, on le prend en considération. Puis, je pense que ce qui est intéressant, la recette qu'on a, c'est pas nous qui l'a bâti, mais qu'on a optimisé au fil du temps, ça vient vraiment couvrir le plus de mauvaises surprises possibles pour vraiment rendre ça avec le moins de risques possible. Là. C'est ça l'objectif. Là, c'est que ce qu'on achète puis ce qu'on voit dans les chiffres, c'est exactement ce qu'on reçoit dans le compte jour 1. Ouais. Puis that's it. Là, ben, c'est un super bon point ce que tu apportes parce que ça reste que nous, mettons, concernant le financement, puis oui, on a Anthony qui est là pour accompagner les gens pour le côté légal et fiscal, mais comme personnellement, je m'imagine être toute seule pour faire ce côté-là, qu'on a une équipe complète qui fait ça, plus Anthony qui est là avec ton équipe qui fait ça. Puis là, moi, c'est ma première transaction, puis je suis comme, oui, je vais m'en occuper pour sauver 5 000 $. C'est comme, on s'entend, là, ça peut devenir vraiment très, très lourd facilement. C'est sûr que ça devient rapidement David contre Goliath. Là. Ça peut être intimidant. Ben, c'est ça. Puis, c'est juste aussi, on est humain, là, fait que ça se peut juste de pas voir quelque chose, d'oublier quelque chose, fait que ça devient facile pour ça, finalement. Je dirais que l'erreur la plus fréquente dans l'intégration des professionnels que je vois, c'est d'intégrer des professionnels avant même d'avoir un deal économique qu'on sait qui passerait au financement. Fait qu'il n'y a rien qui fait plus de peine que de charger 1000, 2000, 3000 $ pour 5 allers-retours d'une lettre d'intention, qui à la fin, on va à la banque puis ça passe pas. Puis le 11, c'est pas moi, c'est le client, on s'entend. Mais à la fin, oui, on a des réflexes, mais on n'est pas des gens qui font de l'évaluation. Je ne fais pas d'évaluation. Je n'aide pas les gens à demander le financement. On fait le légal du financement. C'est pas la même chose. Fait que ça, nous, dans nos deals, je pense qu'on a développé un bon système qui permet aux gens d'arriver de commencer à payer pour des honoraires pour un deal qu'on est pas mal sûr qui passe au financement. Puis à date, c'est le cas pour tous les deals qu'on a fait ensemble. Fait que ça, c'est génial à ce niveau-là. Ça, c'est quand même une grosse win. Genre, je sais que c'est peut-être obscur pour des gens qui écoutent le podcast parce que c'est vraiment comme pointilleux, mais c'est ça. Il y a tellement d'overspending dans notre domaine que les gens payent des professionnels à l'heure. Puis tu sais, dis-toi qu'il y en a qui payent pas juste toi avant la LOI, mais ils payent aussi un comptable. Tu sais, avant, il va voir son comptable, il dit, écoute, combien t'offrais pour cette business-là? Le comptable fait ça, mais c'est bien rare que le comptable va aller raise le capital auprès des banques. Là. Il va dire, écoute, fais ça puis arrange-toi avec ça. Là, le comptable, c'est rarement son core business. Là. Il y a genre 400 business à deliver des fins de mois. Là, on s'entend? Puis c'est très fréquent. Puis des fois, c'est pour des erreurs relativement niaiseuses. Fait que par exemple, on rentre dans... je me fais appeler, OK, je veux rédiger une lettre d'intention, qui est une offre d'achat non-binding. Fait que à ce moment-là, moi, je demande, OK, c'est quoi le deal économique? Fait que là, ils ont une idée de, voici mon prix de vente, voici ce que je vais offrir comme salaire pour la transition au vendeur s'il y en a un.
voici la balance de prix de vente, voici les intérêts. Puis il y a beaucoup de « ouais, mais ça dépend du financement ». Puis effectivement, ça dépend beaucoup du financement. Fait qu'on le met conditionnel à ce que ça passe au financement. Là, on envoie une première offre. Puis après ça, l'offre, ils ont des commentaires. En arrière avec des commentaires. Moi, j'ai des questions, des éléments plus juridiques. La personne, des fois, niveau vendeur, va peut-être probablement lui aussi consulter un avocat. Fait que là, les deux avocats, on s'assied avec les clients, on parle, on se pose des questions, on modifie la lettre. Là, c'est beau, on finit par avoir un deal. 3 000 $ de frais plus tard, le client s'en va à la banque. La banque dit « Hey, tu n'as pas considéré qu'il ne se versait pas de salaire de 100 000. Fait que ton BAYA vient de diviser par 2, fait que ton prix ne marche pas pantoute. » Fait que là, il va voir le comptable. Tellement... Le comptable relance la balle au client. Le client va revoir l'avocat. Ouais. Puis là, tu joues au ping-pong. Là, fait que c'est pour ça. En tout cas, à des tarifs à l'heure. C'est ça. Ce que j'aime de ce qu'on a tout bâti ensemble, c'est ça. C'est l'aspect de ramener ça tout au même toit. Genre. Ouais. Puis de fonctionner en grosse partie aussi à succès là, sur nos fees. Fait que c'est quand même. En tout cas, je trouve que c'est un win-win parce que pour l'avoir vécu par le passé, c'est vraiment de l'hostie de merde. Oui, ben, j'imagine. Puis, tu sais, ça me fait penser aussi, il y en a beaucoup de nos clients qui viennent nous voir et qui disent « Hey, vite, tu sais, mettons, ils ont parlé avec un entrepreneur, puis c'est comme « Hey, vite, faut que je rédige une LOI. » Mais comme, il n'y a même pas eu d'analyse, puis c'est comme « Ben oui, mais le vendeur, il me demande de rédiger une LOI, mais c'est avant de me montrer les états financiers. Ouais. C'est comme « Non, mais t'as peu, tu sais, ça marche pas. » Fait que à ce moment-là, j'imagine que c'est une erreur full facile à faire. C'est parce que c'est tellement émotif là, comme transaction, là, c'est l'enfer. Là. Fait que là, la personne qui veut acheter va venir te voir, va payer en frais d'avocat, va payer en frais blablabla pour rédaction de LOI, puis on sait même pas si c'est rentable ou pas. Exact. Fait qu'il faut y aller faire attention. Là. Puis c'est la même chose dans le cadre de la vérification diligente. Fait que oui, c'est parallèle au financement, mais on va attendre d'avoir le go puis la confirmation du financement avant d'embarquer dans vraiment les gros frais. Avec là, OK, c'est quoi la structure d'acquisition? Est-ce qu'on fait un leverage buyout? Est-ce qu'on met en place une fiducie gestion compagnie avant d'acheter? Tout ça, on le fait juste quand on a le go du financement. Fait que oui, il y a un gros rush à la fin de la transaction, mais ça fait partie du M&A, ça fait partie du deal. Puis je préfère bien plus être dans le jus, puis peut-être étirer un peu les délais vers la fin que de charger des montants qui vont aller dans le feu parce que la transaction n'aboutit pas. Non, c'est ça. Vraiment. Non, absolument. On est beaucoup là-dedans là, dernièrement, mais comme, informez-vous. Avant de faire un move, là, pour vrai, c'est important. Puis, tu sais, justement, là, comme on dit, c'est super émotif. Fait faites pas de move, signez pas rien, envoyez pas une offre sans savoir, sans être sûr, sans vous être informé avec les professionnels, que ce soit nous, que ce soit un avocat fiscaliste, que ce soit un comptable, peu importe ce que vous préférez, là. Vraiment. Puis, Anto, je me demandais, tu sais, pour donner de la valeur à ceux qui nous écoutent là, à la maison, tu sais, est-ce que tu aurais quelques nuggets ou quelques éléments que tu as appris, tu sais, mettons, dans le 400 millions de volume transactionnel que tu as vu ces dernières années? Y a-tu un genre de pattern ou des choses que les gens devraient reconnaître, tu sais, dans une due deal? Je sais qu'il y a une grosse partie qui est faite par les avocats, mais moi, j'en ai là, que je vais te donner après toi d'un point de vue comme plus comptable. Mais je serais curieux, tu sais, y a-tu des éléments quand même de base que tu peux regarder sans même faire affaire avec un avocat, tu sais, juste pour savoir qu'est-ce que tu wrong. Y a-tu des gros red flags quand même évidents, là, tu sais? S'il y avait une chose que je ferais puis que j'apprendrais si j'étais un acquéreur qui veut faire certaines choses par soi-même, ce serait de regarder le RDPRM. C'est quoi le RDPRM? C'est le registre qui nous permet de voir si les biens ou la compagnie qu'on achète a des hypothèques dessus. Fait qu'une hypothèque, c'est une sûreté pour un prêt. Fait que même si le prêt il est affiché à un solde qui est bas dans les états financiers, l'hypothèque est parfois entière, même peut-être plus haute selon ce qui a été dans les états financiers. Fait que, mécaniquement, quand on finance une acquisition, même si ce n'est pas financé, le danger de juste donner son argent puis de partir avec ça sans rayer l'hypothèque, c'est qu'on se retrouve à peut-être devoir, peut-être perdre les biens qu'on a achetés. Fait qu'on on a tous entendu l'histoire horrible de la personne qui achète son char et qui se le fait saisir par la banque immédiatement après l'avoir acheté. C'est la même chose en achat d'entreprise. Fait que s'il y a une chose qu'on peut aller voir, c'est dire, OK, il y a une hypothèque de la BMO. Qu'est-ce qu'on fait? Première affaire, on appelle la BMO puis on dit, c'est quoi le solde? Parce que moi, je signe la transaction vendredi. Fait que si je suis pour acheter pour 100 000, puis qu'on doit 50 000 à la BMO, mais je vais dire au vendeur, je te donne pas 100 000, je te donne, si c'est un cash free debt free, je te donne 50 000, puis l'autre 50 000, je vais le donner à la BMO, puis on va le faire en même temps, puis la BMO va s'engager à retirer l'hypothèque.
Ça te convient? Ça te convient. Puis mécaniquement, quand on finance l'acquisition, la banque qui finance à l'achat demande ça de toute façon. Demande à être au premier rang puis à ce qu'on tasse la BMO. Mais les gens qui le font tout seuls pour des plus petites transactions, ben, si au moins tu fais ça, tu vas éviter un méchant mur de te faire dire OK, ben, je viens d'acheter une liste de clients, je viens d'acheter des actifs qui finalement ne sont pas à moi. Oui, non, absolument. Puis ça, c'est quelque chose que justement, ça doit arriver bien plus fréquemment sur des entreprises, mettons, je dis d'un prix de vente de peut-être 500 000 et moins. Oui. C'est ça. Mais c'est tellement pas user-friendly, le RDPRM. Zéro. C'est tellement laid. Zéro. Vous irez voir là, sur Google, RDPRM, là, c'est quand même... ça prend quand même un certain temps avant de comprendre comment... La plateforme est vraiment nasty. Là. Mais ça, est-ce qu'on peut s'informer, mettons, auprès du vendeur, justement, comme, OK, t'es prêt, c'est situé où, blablabla. Y a-t-il une communication qui est possible ou c'est absolument via des sites? Non, c'est possible, mais à la fin, est-ce qu'il y en a que tu n'es pas au courant? Oui, évidemment. C'est ça. Des fois, tu as un crédit bail, des fois, c'est comment c'est vrai le lave-vaisselle. Tu as tout le temps des choses que tu penses pas, là, où tu te rends compte que le char du propriétaire est dans la compagnie. Ouais. Des choses comme ça que tu peux aller voir au RDPRM. OK, parfait. C'est un bon segue sur justement le volet comptable puis les obligations financières. T'sais, nous, il y a, je dirais, 3 éléments qui sont vraiment, vraiment importants là, qu'on regarde religieusement. Premièrement, le fameux fonds de roulement. Ça, c'est un élément super clé qui est mal compris, qui est vraiment intéressant en termes de négociation. Tu peux souvent aller chercher plus de jeux, puis qui peut vraiment mettre dans la merde s'il est mal compris dans un deal. Le fonds de roulement, c'est tous les actifs, les passifs, les comptes à payer puis les comptes à recevoir hors caisse. Là, fait que sans nécessairement compter l'argent dans la caisse. Puis ce que je veux dire par là, vous pourrez aller voir là, c'est quoi un fonds de roulement. Là, si vous ne connaissez pas encore ça, c'est pas grave. Mais ce que tu veux savoir, c'est combien il y a de comptes à payer, puis il y a combien de comptes à recevoir, puis il y a combien en inventaire en moyenne depuis les 12 à 24 mois. Puis la façon que tu peux le vérifier, puis que nous, on le vérifie, c'est qu'on va demander les bilans mensuels des 12 à 24 derniers mois. Puis à chaque mois, tu listes, il y a combien, exemple que tu achètes un café, mais il y a combien en inventaire en grains de café par mois en moyenne, tu as combien de comptes à payer, puis tu as combien de comptes à recevoir. Right? Puis cette average-là, c'est important que tu la connaisses, puis qu'au jour 1 de la transaction, tu es exactement l'inventaire qu'eux ils ont normalement. Right? Parce que quand tu achètes un café, ben mettons, tu payes 1 million pour le café, on s'entend, tu ne vas pas payer 1 million plus l'inventaire. Le cash flow que la business génère va toujours, tu sais, dans le fond, le cash flow sert à payer de l'inventaire. Right? On s'entend. Fait que dans le prix total, tu achètes basé sur le cash flow, mais tu n'as jamais besoin normalement de payer un inventaire supplémentaire. Right? Si c'est le cas, c'est ce qu'on appelle de l'inventaire superflu. Tu sais, c'est déjà arrivé. On était dans une acquisition d'un café, puis il y avait de la torréfaction aussi. Fait qu'il avait acheté comme pour genre 200 quelques mille de bins en supplémentaire. Là, c'est un actif qui est superflu. Right? Fait que c'est correct de payer un extra pour ça, mais dans le cours normal des affaires, paye pas en double, parce que dans le cash flow, tu vas déjà payer pour. Fait que c'est juste ça à faire attention. Puis en regardant les bilans, tu peux faire une moyenne, puis normalement, c'est ça qui devrait être négocié. En passant, les bilans, c'est quand on demande les 24 derniers bilans, des fois, les gens se trouvent ça chiant, mais c'est nécessaire pour le calcul de la déduction pour gain en capital quand on vend. En plus, avec moi, je le demande quand on vend les actions de toute façon. C'est ça. De ceux du vendeur. Oui, c'est ça. Quand je représente le vendeur. OK. Ah, c'est intéressant. C'est ça. Fait que ça, c'est un élément super important. Puis pourquoi je dis qu'en termes de négociation, c'est le fun, c'est que, dans le fond, si le prix, c'est quelque chose qui est plutôt fixe, souvent, c'est incrémentalement. La personne dit, je veux 1 million pour ma business, puis that's it. Mais si tu sais que c'est serré au financement, ben, tu peux aller chercher un plus gros fonds de roulement parce que ça va alléger la pression sur la business. Parce que ce que ça veut dire, c'est que si tu as, exemple, 100 000 en grains de café au lieu de 50 000 en moyenne, ça va faire en sorte que tu as besoin de moins de cash flow, de moins de marge de crédit, right? Pendant, exemple, les premiers mois. Fait que si tu as full d'inventaire jour 1, ce qui est le fun, c'est que tu peux écouler le stock les premiers mois, renflouer ton coffre, puis après ça, tu sais, comme alléger. Fait que bref, ça, c'est une chose qui est importante à savoir. L'autre élément que peu de gens... Si je peux peut-être faire sur le fonds de roulement, c'est quelque chose qui est souvent massacré dans les contrats. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Dans les contrats, en général, les avocats sont moins maths, puis les comptables s'occupent plus des maths.
mais les comptables ne rédigent pas des contrats. Fait que ça fait toujours une mécanique un peu spéciale quand c'est le temps de rédiger les clauses du fonds de roulement, parce que c'est quoi la définition d'un fonds de roulement? Est-ce que ça l'inclut ou ça l'exclut ton encaisse? Est-ce que ça l'inclut ou ça l'exclut tes passifs à long terme? Est-ce que la mécanique que tu as décrit dans ton contrat fait que tu vas compter 2 fois le même montant? Ça l'arrive. Fait que tu arrives pour faire des ajustements à la fin, tu te rends compte que tu payes 2 fois pour peut-être de l'inventaire, 2 fois peut-être pour même le même crayon. Puis on en a vu des fois, les vendeurs, ils ont des demandes. Quelqu'un qui vend sa première fois, lui aussi, est en apprentissage. Là. Puis on avait vu dans le domaine médical que la façon que c'était rédigé, c'est pas nous qui s'étions occupés du deal, mais probablement que c'était une condition super demandée par le vendeur. Puis la mécanique faisait que l'inventaire, il fallait... Quand ils ont fait l'inventaire à la clôture, le vendeur faisait unilatéralement son inventaire. Puis, il y avait vraiment, au paquet de broches près, là, il avait rentré tous les crayons, les broches. C'était dans le domaine médical, aucun rapport. Puis, les acheteurs, ils ont dû payer pour le tiers d'une boîte de broches. Et c'est pas une blague. Mais si ta définition de fonds de roulement, puis d'ajustement, puis d'encaisse, fait que tu payes pour le tiers d'une boîte de broche, ben ça se peut que ça fait les domaines. C'est vraiment fou. Puis c'est ça, l'autre élément super important, puis ça, tu le vois peut-être moins dans les contrats, mais c'est celle de la saisonnalité. Tu sais, du jour où tu achètes ta business, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir tes finances en ordre, la comptabilité. Prends pas 6 mois avant de prendre le contrôle. Jour 1, tu sais, les 30 premiers jours, tu devrais avoir ton comptable, puis savoir exactement où est-ce que tu en es rendu, puis que tu sois vraiment tête là-dessus. Parce que, tu sais, c'est bien beau d'acheter 500 000 de profit, mais tu veux savoir comment c'est distribué dans ton année, puis as-tu des mois où tu es dans le rouge? Trop souvent, tu regardes juste le total annuel, tu te dis, parfait, j'ai juste une business qui fait 500 000 de profit, je suis good. Mais la réalité, des fois, c'est qu'il y a des business qui vont faire 400 000 de profit les 3 derniers mois, puis le reste de l'année, ils vont perdre du cash. Puis ça, c'est important de le savoir parce que ben, tu ne veux pas avoir à réinjecter du cash dans la business ta première année. Idéalement, c'est de s'assurer d'avoir le bon montage, avoir les bonnes marges et les bonnes cartes de crédit pour ne pas avoir à réinjecter. Puis trop souvent, tu es comme « Oh non, je suis correct, il y a 500 000 de profit. » Mais quand tu regardes les états financiers mensuels, simplement, fait que tu demandes les états financiers mensuels, exemple des 12 à 24 derniers mois, un peu comme les bilans, puis tu regardes à ce mois-ci, est-ce qu'ils ont gagné ou perdu de l'argent? Puis si oui, combien? Fait comme ça, au moins, tu as un mapping historique de OK, ben je sais qu'en janvier, février, je perds du cash, genre. Fait que je vais avoir une marge de crédit en conséquence ou mon fonds de roulement va être un peu plus élevé, tout dépendant de quand est-ce que tu closes. Right? Fait que comme ça va vraiment aider. Puis l'autre élément, ben, je l'ai déjà parlé, mais c'est juste de prendre ta comptabilité. Souvent, tu vas arriver jour 1, puis là, tu as comme plein d'affaires à faire. Tu passes du temps avec l'équipe, le propriétaire, puis un transfert de connaissances. Puis trop souvent, la comptabilité est laissée de côté. Puis tu te dis, bon, ben, dans 3 mois, je checkerai mes chiffres. Puis là, il arrive 3 mois plus tard, un coup que la transaction est faite, puis comment ça s'est passé le dernier trimestre? Ouais, ben là, tu sais, genre, tu as un enjeu de cash flow parce que tu n'avais pas regardé ta saisonnalité, tu n'avais pas négocié de fonds de roulement, puis là, tu es comme, où l'argent, Carlis? Ben, fait qu'en ayant ça en amont, tu t'assures que, écoute, tu pars vraiment de la bonne façon, puis c'est nice, là, tu sais, quand c'est bien fait, les premiers mois, normalement, tu devrais vraiment accumuler beaucoup de cash parce que souvent, on négocie des moratoires qu'on appelle au financement. Fait que pendant 1 an, tu ne payes pas de capital. Fait que, tu sais, la première année, quand c'est bien fait puis tu es bien accompagné, tu t'accumules fucking du cash. Puis après ça, tu peux le réinjecter où tu veux, là, tu sais. Fait que... avec ça, au moins, à la maison, tu sais, c'est déjà comme des pistes qu'on Oui, non, c'est ça, absolument. Vraiment. Pour conclure là-dessus, Anto, est-ce que tu avais justement où est-ce qu'on peut te rejoindre si jamais on... Tu sais, oui, évidemment, vous pouvez venir nous voir, le Live Capital, sur Instagram et tout. Mais si jamais ils veulent venir te voir directement pour des conseils ou juste vraiment venir faire une due diligence fiscale, légale, c'est où qu'on peut te rejoindre? Oui, bien pour les gens qui font affaire avec Live, on fait des rencontres à l'interne. Je suis accessible dans la communauté. Pour les autres, vous pouvez m'écrire tout simplement sur Instagram. Puis c'est plus confidentiel par courriel, mais écrivez-moi sur Instagram, puis je vais vous envoyer le processus à suivre pour ça. D'ailleurs, il faut ajouter la photo d'Anto sur notre nouveau site. Oui, c'est vrai, on va faire ça. Il n'était pas là au photoshoot d'équipe, mais il va falloir... C'est pas grave, on va faire ça par le AI. Ouais. Parfait. Ben écoute, merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous écrire sur YouTube ou via Instagram. Puis sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Bye!